Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Les Pessis. clés d'une vie, celle de mon invité. Une couronne vous a ouvert les portes du royaume des médias. Vous retrouver sous les lumières ne vous a jamais empêché de vous intéresser à des domaines un peu trop demeurés dans l'ombre. Vous le démontrez aujourd'hui sous la forme d'un livre. Bonjour Linda Hardy. Bonjour Jacques, c'est très joliment dit en tout cas. C'est sincère en tout cas. Pour Merci de me recevoir. C'est une joie. On va parler tout à l'heure de Ménopause Attitude, un livre qui est sorti chez Le Duc. Un livre étonnant et finalement utile aux femmes. Oui. Et même un homme peut en parler. Mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Donc, J'adore. on va commencer par une date que vous n'avez pas oubliée. J'en suis mais convaincu, archi convaincu. 28 décembre 1992. Écoutez. Miss Pays de la Loire devient Miss France et on voit votre visage à la fois heureux et surpris. Je pense qu'en fait on s'y attend jamais. Vous vous rendez compte, une petite provinciale, c'est pas péjoratif, mais qui arrive à Paris, qui prend le train pour la première fois de sa vie pour venir à l'élection de Miss France. C'est extraordinaire. Et qui se retrouve avec cette couronne quelques semaines plus tard. On était 46 à l'époque, on était très nombreuses, donc on va dire que les places étaient chères et c'était le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle vie tout simplement. Oui. Alors la pression est montée tout au long de la soirée. Quand on regarde la soirée, on vous sent de plus en plus à la fois tendue et sereine. Oui, c'est assez étrange, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que même moi, j'arrive pas à savoir si j'étais tendue ou si j'étais extrêmement concentrée sur l'objectif. J'ai un souvenir en tout cas que quand on était dans les 5 dernières, parce qu'à cette époque on passait de 46 à 12, puis de 12 à 5. Et je me souviens, dans les 5 dernières, on était interviewés chacune notre tour par un des membres du jury. Et je crois que j'étais une des dernières à parler. Et je me rappelle dans ma tête me dire au fur et à mesure que j'entendais mes copines dire quelques mots, dire bon alors non ça sera pas toi, non ça sera pas toi. Et je voyais les entre guillemets ce sacre peut-être se concrétiser. Ça a été le cas et c'était génial. Oui. Et cette question, je crois que c'était sur les qualités qu'il fallait avoir pour devenir Miss France. Alors en fait, c'est à la fois ça et pas totalement. La question, la mienne en tout cas, c'était si on vous demandait de faire un travail uniquement basé sur votre physique, l'accepteriez-vous? Évidemment, comme j'étais un peu maline, j'ai dit évidemment que non en argumentant, sauf que c'est quand même un petit peu ce que j'ai fait pendant les années qu'on suivit, même si bien sûr quand on est mannequin ou qu'on est Miss France on nous demande autre chose, mais il faut dire les choses comme elles sont, on nous regarde aussi et beaucoup pour notre physique. Alors j'ai un peu vérifié, en fait vous êtes la deuxième Miss Pays de la Loire qui est élue Miss France. Avant vous, en 1964, il y a eu Jacqueline Guéraud. Je ne sais pas si vous le savez. Ah non, je connaissais et pas. cette dame, Salvador Dali était son premier fan, l'emmenait partout. Et après, elle a épousé un certain Charles Lacorce qui a organisé la manifestation avec Charles Pasqua du 30 mai 68 sur les Champs-Élysées pour De Gaulle. Extraordinaire. Elle a été Miss France. Ah, je savais pas du tout. Écoutez, je suis ravie de le savoir. J'apprends plein de choses avec vous. Alors, l'animateur à l'époque, c'est Julien Lepers. Oui. C'est pas du tout Jean-Pierre Foucault. On est dans une autre époque. On est dans une autre époque, une émission qui est plus confidentielle, entre guillemets. Et puis, il n'y a pas le faste, il n'y a pas les confettis qui tombent à la fin. Vous gagnez, et puis on vous félicite, on vous applaudit. Oui, alors c'est quand même un petit peu plus en grande pompe que les années qui précédaient, mais c'est vrai qu'on est très loin du quasi-show à l'américaine que l'on a aujourd'hui. Et puis, il y a une chose étonnante, c'est que votre couronne a failli tomber tout de suite. Alors, pas si étonnant que ça, parce qu'en fait, elle tient jamais cette couronne, c'est terrible. Oui, elle était posée sur le devant de ma tête, et évidemment, en embrassant Mariva Georges, qui était Miss France 91 et qui est devenue ma meilleure amie par la suite. Cette couronne est tombée. Elle l'a rattrapée juste à temps. Elle l'a rattrapée, tout à fait. Vous découvrez Paris, vous prenez le train, mais vous découvrez aussi le CNIT, qui est le premier établissement, le premier bâtiment qui a été construit à la Défense. Il y a eu plusieurs noms, parce que CNIT, je ne sais pas si vous le savez, ça veut dire Centre National des Industries et Techniques, et aujourd'hui, c'est Centre National des Nouvelles Industries et Technologies.
Très bien. Bah écoutez, donc c'était l'un des premiers bâtiments construits sur cette le premier bâtiment professionnel construit sur la Défense. Bah j'apprends. Voilà. Mais je ne vais apprendre que je vais sortir beaucoup moins bête que je suis arrivée. J'adore. On a besoin de ça. Alors, il se trouve aussi que à partir de cet instant-là, votre vie va être bouleversée pendant 1 an, Linda Hardy. Alors, elle va plus être bouleversée pendant 1 an. Elle va être bouleversée à jamais. Mais effectivement, elle va l'être sur cette première année, ça c'est certain. Oui, il y a encore Geneviève de Fontenay qui est là. Bien sûr. Donc elle vous accompagne aussi. Geneviève, elle nous accompagne partout. On va faire les galas, on part en voiture, toutes ensemble. On voit Geneviève qui, arrivant sur place, alors ça allait... parfois des grandes salles, parfois des petites salles des fêtes. Elle arrivait, elle ouvrait les valises, elle repassait toutes les robes. Elle était assez exceptionnelle. Exactement. Donc moi, j'ai quand même cette nostalgie de ce temps d'une grande simplicité. Et puis il y a eu le concours Miss Univers ensuite, et puis le concours Miss Monde. Ça a moins bien marché, mais c'est des beaux souvenirs. Alors, ça dépend ce qu'on appelle moins bien marché. C'est pareil, c'est difficile parce qu'on est très très nombreuses. Là, on était, je crois, à 90. J'ai fini 12e à l'élection de Miss Univers et 14e à l'élection de Miss Monde. C'est pas déshonorant. Ce qui est pas mal, mais bon, la vérité, c'est que ce qui est important, c'est celle qui gagne. Les autres, on les oublie. En même temps, vous avez eu un prix d'élégance au concours Miss Europe. Oui, alors ça, c'est Madame de Fontenay qui me l'avait décerné. Madame de Fontenay, quand elle trouvait les choses injustes, elle aimait bien remettre des prix comme ça. Donc voilà, elle m'avait décrété Miss Europe. Alors, par contre, prix de l'élégance, voilà, Miss Élégance à Miss Europe. En revanche, que j'ai appris beaucoup plus tard, et ça, c'était un petit choc. C'est que j'ai appris des années plus tard que celle qui avait vraiment été élue Miss Europe et qui avait l'ensemble des points pour être Miss Europe, c'était moi. Et ça n'a pas été moi. Mais voilà. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé ce jour-là. On ne saura jamais vraiment trop. Mais enfin, en tout cas, je l'ai su de manière on ne peut plus officielle. C'est que c'était pas mon destin. Voilà, puis vous prenez ça avec le sourire, Linda Hardy. Oui, parce que vous savez, quand on participe à ce genre de concours, il faut aussi avoir le recul. Voilà, on est nombreuses. Il y en a une qui a cette chance-là, ce jour-là, parce que c'est ce jury-là. Peut-être que moi, quand j'ai été élue Miss France, ça avait été un autre jury, ou d'autres gens devant leur télé ce soir-là, ça aurait peut-être pas été moi. Donc... Alors, il se trouve aussi que, naturellement, vous avez la une des journaux le lendemain à Nantes. Nantes, vous avez un point commun avec une autre Miss France, qui est Sylvie Tellier, qui est née aussi à Nantes. Tout à fait. Alors, il se trouve qu'à Nantes, bon, au départ, rien ne vous destinait à ça. Je crois qu'une famille modeste, un père coiffeur, une mère cadre à la sécurité sociale, une vie tranquille. Et vous, très bonne élève à l'école, Linda Hardy, au départ. Oui, j'étais bonne élève à l'école. Enfin, j'ai toujours eu envie d'être bonne à l'école. Je sais pas trop pourquoi. Je portais un regard extrêmement dur sur ceux qui arrivaient, qui n'avaient pas bossé. Je comprenais pas, en fait. C'était très surprenant, ce truc où je me disais, mais comment ils font pour arriver sans avoir travaillé pour l'interrogation, le devoir sur table, enfin, peu importe comment on l'appelait à l'époque. Moi, j'avais non seulement envie de travailler, j'avais souvent envie, ça a été le cas au moins pendant une certaine période, d'être la première. En CE1, CE2, je crois. Oui, à tel point que je tenais un journal de toutes les notes de tous les élèves, ou en tout cas de ceux qui étaient dans les 10 premiers, pour savoir quelle note il me fallait avoir pour rattraper celui qui était devant moi. Donc j'étais assez compétitrice. Et ça, c'est un truc qui est pas resté. Je suis pas très compétitrice aujourd'hui, mais j'ai ce goût de la perfection. Oui, et vous l'avez toujours eu. Alors, il y a eu aussi le bac scientifique que vous avez réussi malgré quand même quelques faiblesses en maths et en physique, qui n'étaient pas vos matières préférées. Bah, c'était ce que j'aimais le moins. Je pense que j'ai pas du tout l'esprit pour les maths et la physique, mais il se trouve qu'à l'époque, je voulais devenir pédiatre. Oui. Et que le seul moyen qu'il y avait pour faire des études de médecine, c'était de faire un bac C. Donc, j'ai travaillé dur, j'ai charbonné pendant 2 ans pour pouvoir avoir ce bac
tant attendu qui finalement m'aura pas servi à grand-chose. Le plaisir de la voir. Et alors justement, ce qui est venu, le premier concours Miss Loire-Atlantique, au départ, vous n'imaginiez pas devenir Miss France, et vous l'avez fait comme ça, mais presque comme un jeu, presque comme un défi, Linda Hardy. Oui, j'avais une de mes tantes qui adorait les concours de Miss et qui depuis 2 ans me disait il faut que tu te présentes à l'élection de Miss Loire-Atlantique, il faut que tu te présentes. Et puis je l'ai fait comme ça, en me disant oui, pourquoi pas. En plus, ça tombait le jour de l'anniversaire de ma maman. Et la veille du bac en plus. Le 15 juin. La veille du bac, ça c'était moins drôle. Et j'ai eu envie de tenter. Voilà, il y avait cette partie de moi qui avait très envie de le faire, une autre partie qui était un peu plus intimidée et embêtée par rapport à mon papa qui, lui, portait pas forcément à la base un regard très approbateur sur le fait de retrouver sa fille en maillot de bain devant des centaines de personnes. Et puis finalement, après, ça s'est très bien passé. Oui, il a été fier de vous, comme votre Il maman. a été évidemment très fier de moi. Les deux sont très fiers de moi. Voilà. Et ils ont d'autres raisons d'être fiers de vous. Et on va évoquer une autre date importante dans votre vie, le 25 février 2003. A tout de suite sur Sud Radio avec Linda Hardy. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Linda Hardy, mon invitée pour ce livre Ménopause, Attitude, Ensemble, reprenons le pouvoir aux éditions Le Duc. On va en reparler tout à l'heure. On a évoqué vos débuts, Miss France, bien sûr. Et puis le 25 février 2003, alors là, il y a un mystère. Parce que je vois une reprise au gymnase de Putain de soirée, une pièce de théâtre. Et sur Wikipédia, on dit qu'elle a été créée au Maturin, alors qu'au Maturin, il n'y avait pas de pièce à ce moment-là. Et c'est le gymnase, apparemment. Alors, vous avez bien enquêté. Donc, oui, ça, c'est ma première pièce de théâtre. Avant, j'avais fait quelques émissions, pas quelques émissions, quelques séries télé, dont H. On va en reparler, voilà. Alors, vous avez tout à fait raison. C'était au Théâtre du Gymnase. Voilà. C'était avec Marthe Mercadier, Roland McDan, pour ma part. Et c'était une reprise, c'est-à-dire qu'il avait d'abord été joué. La pièce avait d'abord été jouée par Patrick Chenet, exactement, avec Anémone, si mes souvenirs sont bons. Exactement. Et puis ça a été repris et je suis venue me greffer sur cette nouvelle équipe. Daniel Colin vous a repéré. Oui, alors Daniel, on a travaillé sur 3 pièces Exactement. ensemble. C'est un peu mon metteur en scène fétiche. Il m'a donné ma chance à 3 reprises et j'en suis ravie parce que c'était sur des choses très différentes. Alors il se trouve qu'en plus le théâtre du gymnase c'est un théâtre mythique où Alain Delon et Romy Schneider ont joué Dommage qu'elle soit une paix, mise en scène par Visconti, alors que Romy Schneider était malade, avait été opérée et a joué avec un corset, et le théâtre du gymnase est rentré dans l'histoire avec cette pièce. Avec cette histoire. Alors que là c'était vraiment une comédie. Putain de oui, soirée. on était sur une comédie, on est sur une bonne pièce de théâtre de boulevard. Voilà. Mais en même temps c'est une façon d'apprendre son métier parce que le rythme est rapide. Oui, c'est exactement ça. Je trouve que trop souvent, la comédie est un peu sous-estimée, dévalorisée. On le voit, hein, on a vu récemment le discours de Franck Dubosc durant les Césars et il n'a pas tout à fait tort. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un art un peu mineur par rapport à des choses plus dramatiques. Et pourtant, c'est très 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 difficile de jouer la comédie parce qu'il faut être drôle. Alors pour ça il faut déjà un bon texte, mais le rythme est absolument capital. Et si vous n'avez pas le bon rythme en comédie, vous ne pouvez pas faire rire. Exactement. Chaque rire compte. Robert Derrick qui faisait les Branquignoles, c'était à la seconde près. Et Louis de Funès aussi qui a appris son métier de cette façon. C'est tout à fait juste. Alors, il se trouve qu'en plus, vous avez changé de genre ensuite en jouant avec une légende qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui est Nils Arestrup. Oui, ma Ça, deuxième c'est très pièce. différent. Très différent. J'ai tellement appris au contact de ce grand monsieur qui était tellement vivant, tellement plein en tant qu'acteur quand il était sur scène et même en dehors. C'était quelqu'un qu'on sentait investi, animal. C'était pas facile tous les jours. Alors, moi, je dis pas que c'était une personnalité facile, mais je pense que dans mon parcours, j'ai eu parfois affaire à des personnes que l'on disait, entre guillemets, difficiles. Et en général, moi, ce sont des gens avec qui je m'entends très bien. La pièce s'appelait Eva et c'était Nicolas Bedos qui l'avait écrite. Oui, c'était sa première pièce.
Toujours mise en scène par Daniel Collat, mais c'était effectivement sa première pièce. Et ça s'est pas fait, cette pièce, ça s'est pas fait facilement, parce que en réalité, je suis venue une première fois pour une lecture, et je suis revenue une seconde fois dans la même journée. En fait, Nissa Restrup avait adoré mon interprétation, trouvait que j'étais la comédienne qu'ils avaient vue qui était la plus juste pour le rôle. Mais au départ, et je peux le dire parce qu'il le sait et que c'est lui-même qui me l'a dit, il avait au départ, Nicolas Bedos, une assez grande réticence vis-à-vis de moi. Non pas en tant que comédienne, mais en tant qu'ex-Miss France. Ouais. Et il m'avait avoué que pour lui, c'était totalement antinomique avec cette famille Bedos qui représente tout ce qu'elle représente, avec des gens qui ont beaucoup de génie, de faire appel sur une première pièce de Nicolas à une ancienne Miss France. Je pense qu'au départ, il rêvait d'autres choses, et puis finalement, après, il était très très heureux de ce trio. On était tous les trois avec Brigitte Catillon. Et il ignorait, Linda Hardy, qu'en fait le théâtre pour vous c'était un rêve de jeunesse et que vous êtes allée aux États-Unis prendre des cours avant de faire du théâtre. Oui, je suis allée aux États-Unis prendre des cours de manière globale pour m'améliorer dans mon métier, parce que c'est une façon d'apprendre qui est différente. Les Français travaillent, mais les Anglo-Saxons sont vraiment totalement investis dans leur rôle. C'est très intéressant, la manière dont les Américains travaillent, les Anglais également. Et donc, j'avais besoin de ça. Je pense qu'il y avait aussi derrière ça une recherche de légitimité, Oui. une envie de me sentir à la hauteur et d'être à la hauteur de ce métier que j'ai la chance de faire aujourd'hui. Et vous avez pris quelques cours en France, je crois notamment avec Corinne Blou, Oui. qu'on connaît parce qu'elle a joué dans un film célèbre, un film malheureusement qui s'est mal terminé pour Oui. Cyril Collard, qui était Les Nuits Fauves. Voilà. Tout à fait. Corinne m'a également beaucoup accompagnée dans mon parcours. J'ai fait des stages avec elle, on s'est vu beaucoup en coaching privé. C'est une coach exceptionnelle, une très belle comédienne également. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont épaulée tout au long du chemin. Et puis alors, le cinéma, ça a été avant le théâtre. Vous avez commencé avec Smaïn dans Recto Verso, Oui. qui était un Smaïn qui est incollable sur la télé des années 50. Vous pouvez lui demander n'importe quoi, il vous répond. Ça, je ne savais pas. Et c'est vrai que ça vous a ouvert l'école du cinéma. Vous avez fait plein de courts-métrages, plein de rôles, et ensuite, petit à petit, c'est monté en puissance. Oui, alors en fait, c'était cette aventure Recto Verso, ça s'est même passé de manière assez impromptue, puisque j'étais sur un plateau de télévision chez Christophe de Chavannes pour parler de mon métier de mannequin, puisque j'étais mannequin pendant des années après l'élection de Miss France. Et Jean-Marc Longval, le réalisateur, m'a repéré dans cette émission. Il a appelé l'agence Élite. Il leur a dit, mais j'ai vu une jeune femme hier. Je pense qu'elle peut très bien correspondre à mon rôle. Est-ce que vous savez si elle sait jouer la comédie? Et ils ont répondu, écoutez, on ne sait pas, on sait qu'elle fait pas mal de pubs, elle est plutôt douée pour ça. Maintenant, savoir si elle est capable de jouer, on ne sait pas. J'ai fait les essais avec Smaïn, c'est comme ça que j'ai fait mon premier rôle. Il y en a eu d'autres après, mais j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que très tôt, on m'a donné de jolis rôles, beaucoup de premiers rôles ou de second rôles, mais très intéressants à jouer. Donc, et puis dans des registres extrêmement différents. C'est-à-dire qu'on m'a souvent fait confiance dans des registres très différents, plutôt dans le côté dramatique. Aujourd'hui, on me fait vraiment confiance dans tout ce qui est comédie et ça fait plaisir. Il se trouve quand même il y a un film qui est un film historique et très émouvant auquel vous avez participé. Le dernier film de Belmondo, Un homme et son chien, écrit et réalisé par Francis Huster, et vous êtes au générique, Linda Hardy. Oui, alors je suis au générique. Malheureusement, j'ai pas eu la chance. J'ai croisé Jean-Paul Belmondo sur ce tournage, mais j'ai pas eu la chance de jouer avec lui. C'était un tout petit rôle. Je l'ai fait à la fois pour... je l'ai fait pour Francis, parce que Francis, on avait aussi tourné un téléfilm ensemble pour la télévision. Il était réalisateur. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aimais sa passion et pour le cinéma, pour le théâtre. Et donc, voilà, quand il m'a demandé de participer à cette aventure, je voyais pas
comment faire autrement. Et aujourd'hui, je suis heureuse de dire j'ai tourné un film dans lequel Monsieur Belmondo avait évidemment le premier rôle. Son dernier film. Et Huster, effectivement, on ne peut pas imaginer plus investi. À une époque, je ne sais pas si vous le savez, il dormait dans les loges du théâtre. Il avait un pyjama sous son costume. Et dès que le costume était un peu fatigué, il le jetait et il en achetait un autre. Oui, ça ne m'étonne pas du tout de Francis. C'est quelqu'un qui est absolument hors norme. On est bien d'accord. Dans sa façon d'être, dans sa façon même de travailler. Mais moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il a une telle passion. Et je me souviens même, un jour, on avait été le voir au théâtre et on l'avait ramené avec des copines. Et il nous avait raconté, on était dans la voiture, il nous avait raconté des anecdotes pendant 2 heures. On buvait ses paroles. 2 heures seulement avec lui? Oui, mais on en avait déjà passé quelques heures auparavant. Donc, et c'était... voilà, on est reparti de là, on s'est dit, mais quel bonhomme, quoi. Oui, et finalement, le théâtre et le cinéma vous ont beaucoup apporté, Linda Hardy. Oui, parce que... alors, le théâtre, c'est une autre démarche. C'est un lien direct avec le public. Ça, c'est c'est très intéressant. C'est une belle opportunité pour nous, en tant que comédiens, de se remettre toujours en question, puisque chaque soir est différent. Et donc, on se réinvente. Ça, c'est assez exceptionnel avec le théâtre. Je m'en rends surtout compte maintenant, parce que je continue, là, je suis au théâtre en ce moment, et je continue à être de manière quasi systématique dans la recherche de ce personnage. Et du coup, on s'ennuie pas. Et puis, le cinéma m'a aussi beaucoup apporté. On va dire, l'un des films, je pense, qui m'a le plus apporté, qui a été le plus merveilleux pour moi, c'était Immortel d'Enki Bilal. Bien sûr, un film avec beaucoup d'effets spéciaux, totalement délirant, et qui était un film futuriste. Oui, qui était très avant-gardiste, entre guillemets, sur la fabrication. Puisqu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de films où on utilisait les effets spéciaux. 3 mois de tournage avec Charlotte Rampling, encore une très, 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 très belle actrice. Thomas Kretschmann, et puis la chance inouïe d'avoir ce premier rôle féminin. Je pense que personne m'attendait là. Je pense que et si Enki Bilal n'avait pas vraiment souhaité de tout son être que ça soit moi qui interprète son personnage de BD, Gilles Bioscope, je pense que ça se serait pas passé, parce que une ancienne Miss France qui démarre tout juste dans le cinéma, lui offrir un premier rôle dans un film à 18 millions d'euros, c'est quand même assez rare. Et il y a eu 54 840 000 secondes pour mettre au point les effets spéciaux en post-production avec les 200 infographistes. Incroyable. Alors là, on va mettre beaucoup moins de temps à se retrouver. On va se retrouver dans quelques instants pour une autre date, le 21 septembre 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Linda Hardy. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Linda Hardy, mon invitée. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre étonnant, Ménopause Attitude, qui est encore une première, mais vous n'arrêtez pas d'évoluer, de changer, de faire des premières, Linda Hardy. Une autre première aussi pour vous, le 21 septembre 2019. Ah oui. Danse avec les stars. Alors, là, encore un nouveau défi. Oui, mais j'aime ça, en fait. Je pense que si je pouvais en faire régulièrement comme ça des défis, je le ferais. Cette émission, je l'ai beaucoup regardée. J'en ai beaucoup rêvé. Un jour, on me l'a proposée. J'ai pas hésité un seul instant, parce que c'était avant tout, au-delà de la compétition, qui finalement m'intéressait très peu en soi, c'était plus l'idée d'aller travailler sur moi, d'aller travailler sur les blocages que je pouvais avoir. On dit souvent que dans la danse, en fait, c'est le corps qui parle, et quand vous avez votre tête qui bloque sur des choses, votre corps bloque aussi. Donc moi, j'avais un certain nombre avec l'âge, de points où je me disais là-dessus, t'as du mal, etc., etc. Et je me suis dit on va aller bosser ça. Et t'en sortiras une personne grandie. Voilà. En même temps, vous n'étiez pas une grande danseuse. Le rock'n'roll le soir avec des copains ou des copines, c'était pas votre truc. Non, parce que même si j'adore danser, moi j'ai toujours eu beaucoup plus de facilité à danser toute seule. Sans doute par
un besoin de garder le contrôle. Et c'est ça que justement je suis allée travailler là-bas. C'était de me dire, il y a un moment de se retrouver avec un partenaire, d'être obligé de lui faire confiance, de se laisser mener. Alors que moi, je suis quelqu'un de très libre et que j'aime pas du tout qu'on me dise ce que je dois faire, où je dois me mettre. C'était intéressant pour moi. Alors, en plus, ce partenaire, c'était Christophe Licata, Oui. qu'on a reçu voici quelque temps pour son livre Révélation, où il nous a raconté que le moment le plus difficile, c'est en pleine télé, il y a une danseuse qui était Rosie de Palma, qui a dit « j'arrête ». Oui. Ça a été dramatique. Ça, il nous l'avait raconté. Il me l'avait raconté. Mais vous vous rendez compte, en plus, c'était son premier prime, quoi. Oui. Jeune danseur. Mais elle est incroyable. En même temps, c'est totalement elle. Mais je pense qu'une fois qu'on a vécu ça, en tant que danseur, derrière, il peut tout vous arriver. Et vous avez vécu vraiment quelques semaines où il fallait vraiment travailler au maximum, pratiquement jour et nuit. Oui. Alors, finalement, j'avais un assez joli parcours, puisque j'ai fait 7 primes sur 10. J'ai appris la danse, que je ne connaissais pas, même si, j'aime bien danser, mais c'est beaucoup de travail, entre 4 et 8 heures. Plutôt 4 au début et plutôt 7-8 heures vers la fin, quand il faut préparer 2 danses. C'est très physique, mais c'est pas ce qui m'a le plus surpris, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand on avait envie d'aller au bout de l'aventure et qu'on était passionné par ce que l'on faisait à ce moment-là, finalement, le corps, il tient. Oui, mais en même temps, vous demandez d'être sexy. Et ça c'était pas votre truc au départ. Ça a toujours été quelque chose qui a été un vrai sujet. Là, on parle même pas de Danse avec les stars. On parle de manière globale. C'est-à-dire que quand vous êtes une ancienne Miss France, une ancienne reine de beauté, un mannequin, les gens projettent sur vous une image hyper glamour, sexy. Et moi, au fond de moi, la petite Linda et même la grande Linda aujourd'hui, elle n'est pas comme ça. Je veux dire, si je suis sexy, ça doit m'arriver certainement. C'est malgré moi. Donc, de jouer à la fille sexy, pour moi, c'est pas quelque chose que je sais faire et que j'ai envie de faire. Et je crois que l'un des moments les plus émouvants pour vous, ça a été quand vos parents vous ont vu danser. Oui, parce que c'est vrai que mes parents, ils suivent mon parcours depuis tout le temps. Ils étaient très fiers de moi. C'est toujours un moment qui est... on a envie que nos parents soient fiers de nous, quoi qu'on fasse. Exactement, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Et ils ont été fiers de vous aussi pour une autre raison avec ce feuilleton. C'est un nouveau départ pour écrire une histoire. Il faut changer. Pendant 3 ans, Linda Hardy, on vous a appelé Clémentine un peu partout. Ouais, Clémentine Doucet. Qui est une professeure dans un IPS. Et Demain nous appartient, ça aussi, c'est 3 années de bonheur, mais en même temps de travail intense. Oui, parce que souvent, les gens, même la profession, ne sait pas ou ne se rend pas compte à quel point c'est un challenge de travailler sur une quotidienne. C'est un challenge pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est dans une économie qui fait que il faut aller vite. Donc, en tant que comédien, ça vous oblige à être hyper concentré, à être hyper efficace et, si possible, être bon. Et être bon, ça dépend aussi de si les textes sont bons. Mais moi, il y a eu un avant et un après Demain nous appartient. Parce que, en fait, par la suite, quand j'ai retourné à plusieurs reprises, je me suis rendu compte que j'étais capable. C'était comme si j'étais capable à un moment donné, j'avais telle émotion qui devait jaillir. C'est comme si j'appuyais sur un bouton et j'étais en pilotage automatique. C'est-à-dire que votre outil, quand vous êtes dans une quotidienne, en raison de toutes ces choses qui doivent être très tenues, notamment au niveau du timing, eh bien, vous huilez votre outil en permanence. Vous êtes obligé d'aller à l'efficacité et il y a un moment où, en fait, vous jouez plus pareil.
Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis une meilleure comédienne que je l'étais Grâce à cette série. grâce à cette série notamment. Alors, là, vous étiez, je crois, sur le port de Sète, on vous demandait les autographes. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des grands drapeaux sur le port de Sète avec des couleurs. En fait, c'est Jean Villard qui était de Sète qui les a Oui. remarqués et qui les a emmenés à Avignon. Et ça a été les premiers drapeaux du Festival d'Avignon, Ah, je savais pas. quand il a créé le festival Je après la savais guerre. pas. Mais il y a ce fameux théâtre Jean Villard, effectivement, à Sète. Et il est de Sète comme Brassens. Oui. Alors ça a été 3 années de bonheur. Et ensuite, il y a eu d'autres apparitions. Alors, vous avez fait plein d'apparitions dans toutes les séries possibles et imaginables. Mais c'était une journée de tournage pour Joséphine Ange Gardien, pour ceci, pour Alors ça. non, pas du tout, parce que Joséphine Ange Gardien, j'avais 20 jours de tournage. Non, mais oui. Donc c'était pas une apparition, C'était un c'était un épisode. vrai rôle. Voilà, c'était un épisode. Ensuite, j'ai tourné dans une série sur la vie de Rocco Siffredi, Oui, ça, c'était autre chose. Super Sexe. Je jouais Denise Lassène, qui est une ancienne productrice, star du porno, qui est devenue la Denise des premiers clubs libertins à Paris. Oui, bien Ça, connu de c'était- Patrick Sébastien. C'était Voilà. que j'ai rencontré grâce à Patrick, que j'ai contacté quand on m'a offert ce rôle, parce que je me suis dit, il faut absolument que je comprenne la psychologie de cette femme qui est assez éloignée de la mienne. Aussi pour ces raisons dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que le côté hyper sexy, hyper sexuel, hyper assumé là-dedans, c'est quelque chose qui quand même est très éloigné a priori de ma personnalité. Donc il fallait que je comprenne en fait comment est-ce que ça se traduisait chez elle et d'où ça venait. Et puis Bougarache. Alors ça aussi, c'était une aventure parce qu'au départ, vous auriez pu ne pas le tourner à cause d'une crise d'appendicite. Oui. En fait, je devais partir le dimanche. Le jeudi soir, je suis prise de très grosses douleurs de ventre. Le mercredi soir. Et le jeudi soir à 17h, je me fais opérer donc d'une appendicite qui finalement était une péritonite. Et le rôle a vraiment failli me passer sous le nez, puisqu'on cherchait déjà ma remplaçante. Mais pour moi, il n'en était pas question. Il n'était pas question qu'on me remplace sur ce rôle-là, que j'adorais. J'adorais la série. Une série d'anticipation. Série d'anticipation. Hyper bien faite. Et je me rappelle, le samedi matin, j'ai appelé mon réalisateur, mon producteur. J'ai dit, je veux venir. J'ai appelé aussi mon médecin, chirurgien, qui m'avait opéré, en lui disant, est-ce que je peux, parce que j'avais un arrêt de travail de 10 jours, est-ce que je peux aller travailler? Elle m'a dit, vous savez, moi, j'opère des gens, il y a de tout. Il y a ceux qui retournent travailler 2 jours après, et puis il y a ceux qui prennent 15 jours de repos. Faut que vous vous sentiez bien. Il va rien vous arriver. Vous pouvez être très fatigué, ça c'est certain. Et voilà, et j'y suis allée. Et le dimanche, j'étais à l'aéroport. On est venu me chercher pour aller tourner cette belle série. Et c'était magnifique. Et c'est vrai que vous avez gardé le sourire et une énergie incroyable. Et cette énergie aussi, vous la gardez pour celui qui est le film de votre vie, qui est votre fils. Car c'est vraiment le cœur de votre vie, Linda Hardy. Le jour où je partirai, la plus belle chose qui me sera arrivée, ça sera évidemment mon grand garçon, mon Andrea. C'est lui qui m'apporte beaucoup de bonheur au quotidien, beaucoup de joie. En plus, il est extrêmement drôle. Donc ça, apporter de la légèreté dans un monde difficile comme celui dans lequel on vit actuellement, tout ça, c'est du bonus. Et évidemment que mon objectif, c'est qu'il soit un adolescent heureux, qu'il devienne un adulte épanoui. J'espère qu'il sera heureux dans ce nouveau monde. Mais en tout cas, tout ce que je fais au quotidien, c'est pour lui. Exactement. Et effectivement, vous lui ouvrez les portes de demain. Vous avez même, pendant 7 ans, créé une marque de bonbons pour lui. C'est vrai. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours adoré les bonbons. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je commençais à avoir une certaine connaissance de tout ce qui concerne la naturopathie. Et notamment d'à quel point le sucre est un ennemi pour nous. Et notamment pour les enfants. Ils deviennent très très addicts. Enfin, on le sait, hein, quand on donne de la cocaïne à des souris ou du sucre, elles sont plus accros au sucre qu'à la cocaïne. Donc, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Et je me suis dit, il faut que je trouve une alternative à la confiserie traditionnelle qui soit à la fois quelque chose qui apporte du plaisir aux enfants et qui déculpabilise les parents. Et voilà, c'est comme ça qu'est né Gimme 5.
que j'ai tenu à bout de bras. J'ai tout créé toute seule. J'ai tenu ça à bout de bras pendant 3 ans et demi. J'ai vendu à la grande distribution. Mais malheureusement, je pense que j'avais pas conscience au moment où je l'ai fait. Mais dans la vie, c'est ça. Parfois, il faut, quand on est entrepreneur, ne pas avoir conscience de là où on met les pieds pour pouvoir faire les choses. Je me suis attaquée à des mastodontes et à un monde absolument sans pitié. Oui. C'est pas un monde de douceur, paradoxalement. Voilà, non, exactement. C'est pas un monde de douceur. Et là, ouais, c'était dur, franchement. Mais ça a été une expérience extraordinaire. Parce que quand je suis arrivée à créer cette gamme de produits, c'était aussi parce que j'étais dans une période de ma vie où je travaillais moins en tant que comédienne. J'avais besoin de me renouveler et j'avais perdu confiance en moi dans mon métier de comédienne pour la simple et bonne raison que quand on se retrouve à être dans les 2 dernières et que c'est jamais vous qui avez les rôles, il y a un moment où voilà, votre confiance en prend un coup. Et de pouvoir créer cette boîte, faire tout moi-même, la porter jusqu'où je l'ai portée, quand j'en suis sortie, vraiment, j'étais une meuf qui avait hyper confiance en elle. Ce que je me disais, en fait, on m'avait dit que j'y arriverais pas, j'y suis arrivée. Et ça m'a redonné un nouveau souffle. Et et je me suis retrouvée après à faire à rentrer sur cette série, sur Demain nous appartient. Donc, même dans les expériences qui peuvent paraître être des échecs ou douloureuses, en fait, il y a toujours des choses absolument exceptionnelles à apprendre. Une expérience qui est un succès déjà, on va l'évoquer à travers la date du 13 mars 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Linda Hardy. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Linda Hardy. On a vu votre parcours très varié et encore une nouveauté. Le 13 mars 2025 est sorti aux éditions Le Duc un livre Ménopause, attitude, ensemble reprenons le pouvoir. Alors c'est un sujet dont on parle peu. Bon, je suis un homme, vous êtes une femme, mais les hommes en parlent rarement. C'est les femmes qui en parlent un peu, mais pas dans les médias. Alors c'est vrai que même si les choses ont évolué depuis quelques mois, ça reste un sujet tabou. Évidemment, vous parliez de vous, mais souvent, même les femmes n'en parlent pas à leur mari, à leur amoureux, parce que il y a pendant longtemps cette image un peu de honte de la femme qui vieillit, qui avance dans l'âge, qui ne peut plus faire d'enfants. Sauf que les choses ont bien évolué. Aujourd'hui, les femmes à 50 ans, à 60 ans, elles sont belles. Il faut qu'elles sachent qu'elles sont belles. Il faut qu'elles sachent que c'est pas le début de la fin et que c'est plutôt la fin du début. Et oui, c'est une autre vie. C'est un second printemps, comme vous dites. C'est exactement ça. Alors, il se trouve donc vous avez décidé de se faire ce livre parce que vous-même, vous avez ce problème qui est un problème qui arrive à toutes les femmes. Oui, alors, on va dire que pour moi, ça n'est pas un problème. C'est une période de vie. Tout simplement, comme les adolescentes passent la période de la puberté, préadolescence. Donc, je me suis rendu compte que je trouvais assez peu d'informations sur le sujet. Je me suis rendu compte quand même que, effectivement, c'est une période qui peut être perçue comme une problématique dans le sens où un certain nombre de femmes ont pas mal de symptômes, que ce sont des symptômes qui sont handicapants sur la qualité de vie. Mais ce que je me suis surtout rendu compte, c'est qu'il y avait des solutions et que ces solutions-là, quand j'en parlais à d'autres femmes, et notamment sur mes réseaux sociaux, la plupart ne savaient pas. Donc, le jour où j'ai compris que nous avions, nous les femmes, la possibilité d'agir positivement sur cette période, puisque moi-même j'ai réussi à le faire, je me suis dit, il faut absolument que je sois, entre guillemets, c'était pas mon souhait, mais un porte-parole et que j'amène ces messages, que je sois moteur dans ces prises de conscience. Et pour ça, la future médecin que vous n'avez pas été a fait appel à ceux qui auraient pu être ses confrères et ses consoeurs. Vous avez vraiment mené une enquête auprès de médecins, Linda Hardy. Oui, parce que mon expérience reste mon expérience. Elle est à la fois unique, elle peut parler à beaucoup de femmes, mais ça n'est pas la même qu'une autre femme. Chacune d'entre nous vit cette période de ménopause différemment. Et pour moi, c'était très important
au-delà de mon partage d'expérience, d'apporter à ce livre toute la légitimité que mérite ce sujet-là. Et donc, j'avais fait la même chose dans mon premier livre. Je ne me voyais pas ne pas m'entourer de professionnels de santé. Et c'est vrai que c'est un panel qui est très vaste parce que les symptômes sont vastes. Donc, ça va du gynécologue au naturopathe, au sexologue, au psychothérapeute, au phytothérapeute, au pharmacien, sophrologue. Enfin, bon, voilà. Tout un panel de personnes qui, pour moi, sont hyper importantes dans ce livre. Encore faut-il les rencontrer, encore faut-il qu'ils les acceptent et puis leur poser les bonnes questions pour avoir les bons éléments. Oui, alors, ceux que j'ai contactés, en tout cas, sont des gens qui déjà sont assez engagés sur le sujet. Il y en avait certains que je connaissais déjà de mon premier livre et d'autres que j'ai découverts au fil du temps en faisant des recherches. Très honnêtement, tous les gens que j'ai contactés, ils sont tous là. Ils ont tous répondu présent. Aussi parce que je pense que beaucoup d'entre eux ont cette conscience qu'aujourd'hui, il y a quand même un vide et qu'en tant que professionnels de santé, si eux se sont formés et ont aujourd'hui cette expertise, beaucoup de professionnels de santé ne sont pas formés sur cette période de vie qu'est la ménopause. Donc, c'était aussi ça que j'avais envie de raconter. C'était aussi de mettre en avant des gens qui, eux, s'intéressent à ce sujet et qui peut-être seront des exemples pour d'autres professionnels de santé pour vraiment faire un vrai travail pour les femmes sur ce sujet-là. Oui, mais en même temps, des professionnels de santé qui pensent déjà à demain, parce que les naturopathes, ça n'existait pas voici quelques décennies, Linda Hardy. C'est aussi un métier nouveau, et ça fait partie des nouveautés de la médecine. Alors oui, et je pense que c'est marrant que vous me disiez ça, parce que j'y pensais ce matin, et je pensais ce matin à quel point nous avons besoin des naturopathes. Et je vais vous dire pourquoi je pense que nous avons extrêmement besoin des naturopathes. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on voit l'offre alimentaire, malheureusement, elle est très, très différente de l'offre alimentaire qu'on avait il y a 50 ans, qui, à mon avis, était quand même bien meilleure. Aujourd'hui, on croule sous les produits. Qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Nos enfants sont totalement intoxiqués au sucre pour la plupart. On est gavé de produits transformés. Et donc aujourd'hui, chacun doit reprendre conscience de la valeur de notre outil, qui est notre corps, d'à quel point il est important d'en prendre soin. Et c'est vrai que les naturopathes sont des gens qui ont été décriés à un moment donné. Alors c'est vrai que certains ont profité de ce créneau et font un peu les choses n'importe comment, mais vous avez aujourd'hui en France de très belles écoles de naturopathie avec des gens qui sont formés, qui sont très bien formés et qui vous expliquent, et c'est une réalité, que le meilleur moyen d'être en bonne santé, c'est de faire de la prévention. Se soigner avec des médicaments, c'est une chose. Quand on n'a pas le choix, évidemment, il faut le faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire autrement que de soigner avec des médicaments, des antibiotiques, quand on a une infection bactérienne, etc. Mais la meilleure des solutions, ça reste l'hygiène de vie, la pratique d'une activité sportive, la gestion du stress. Et ça, ce sont les piliers de la naturopathie. Et je trouve qu'on n'a pas... c'est quelque chose que, quand j'avais 20 ans, on ne m'en parlait pas. Et en même temps, vous donnez dans ce livre le menu idéal et des conseils, justement, pour manger certaines choses et pas d'autres, Linda Hardy. C'est vrai que on est, pour en revenir justement à l'alimentation, dans notre société, ou en tout cas en France, on est habitué à notre petit café, ou voire notre café au lait. On aime bien notre petit jus d'orange, des céréales, baguettes, un peu de beurre, etc. Bon, Tant qu'à faire. La réalité, c'est que c'est très bon, et de temps en temps, c'est très sympa, et je ne dis pas que je ne le fais jamais. Mais c'est vraiment contre-productif, à la fois pour les enfants et pour les adultes, puisque, en réalité, ce dont on a besoin, en particulier le matin, ce sont des protéines. Et pourquoi ? Et ça, c'est pareil, ce sont des choses qu'on devrait apprendre, à mon sens, aux enfants tout petits. C'est que les protéines, ça va permettre de booster la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur qui va apporter à l'organisme l'énergie, la concentration, qui va aider également pour la mémoire, pour un certain nombre de choses qui sont hyper importantes. Donc les enfants, on leur donne des céréales hyper sucrées, alors qu'en fait, il faudrait leur donner des œufs, du jambon, à l'anglo-saxonne, quoi. Et Michel Oliver, qui a été un grand cuisinier, qui est toujours parmi nous, mais qui est à la retraite, disait « Le corps humain, c'est comme une voiture. Il faut mettre de l'essence le matin en se nourrissant bien, et en se nourrissant de moins en moins jusqu'au soir. »
Oui, c'est vrai que le sujet aussi de notre société, faut le dire, c'est qu'on mange trop. On se rend pas compte. Moi, ça m'est arrivé encore il y a quelques jours. Là, je suis en tournée. Alors, en plus, vous imaginez, en tournée, on mange à pas d'heure, etc. Et Pour je la me pièce disais, Vive les vacances, pour la oui. pièce Vive les vacances, je me disais, mais en fait, j'ai jamais faim. Ça, c'est pas normal. Et je pense que beaucoup d'entre nous n'ont pas faim parce que on assouvit nos besoins, nos désirs, nos pulsions comme ça de manière assez immédiate. Et en réalité, c'est certainement pas avant d'aller se coucher qu'on a besoin de beaucoup manger, Non. parce que derrière on dépense pas d'énergie. Mais tout ça, c'est du bon sens. Mais on a pendant longtemps fait un peu les choses à l'envers, et c'est vrai que le dîner après c'est aussi le moment convivial. Donc voilà, faut trouver le juste équilibre. Et vous parlez d'ailleurs dans ce livre de quelques produits rares, le jus d'orange immunisant. Ça, c'est quelque chose de pas Oui, courant. alors c'est vrai que c'est tout un tas d'ingrédients. Alors c'est pas le jus d'orange en lui-même qui est immunisant, même si il y a un certain nombre on va dire de produits qui sont très très efficaces pour booster le système immunitaire. On a par exemple les graines germées, on a le gingembre, La cure on de a sève de bouleau. le curcuma et la cure de sève de bouleau. Alors ça, c'est le bon moment. C'est quoi ça? C'est le printemps. En fait, la sève de bouleau, c'est la sève que l'on recueille au niveau des arbres, au moment où tout commence à bourgeonner. Et ça, c'est un très gros détoxifiant. Ça régénère également au niveau des cellules. Donc, c'est bien à faire en cure de 3 semaines, au moment du printemps. Donc, on va dire que voilà, c'est maintenant. Et si je peux donner un petit conseil, c'est mieux bio. Et c'est mieux, même quand on peut, c'est de l'acheter. Vous avez des producteurs, vous allez voir sur Internet, producteurs de sève de bouleau fraîche. Elle vient juste d'être récoltée, donc elle a encore plus de nutriments et de bienfaits. Et vous évoquez aussi le coucher, où quelques gouttes d'huiles essentielles sont importantes avant de dormir, et surtout couper son téléphone, Linda Hardy. Alors oui, couper le téléphone, ça c'est vrai que dormir avec son téléphone sous l'oreiller comme le font les enfants. J'ai d'ailleurs chopé mon fils hier. Normalement, je lui enlève l'iPad. Je suis arrivée, je le trouvais plus. Il me disait non, je sais pas où il est, tu veux que je le cherche. J'ai tiré la couette. Il était dans le lit sous lui. Un J'ai dit classique. il était très très loin, tu as raison. Et en fait, oui, les écrans, c'est la lumière bleue. C'est très très mauvais. Ça bloque la production de mélatonine. Ça empêche de dormir. Donc c'est vrai que normalement, il faut essayer de s'éloigner des écrans, même si moi, je le fais pas tout le temps non plus, faut pas se mentir, mais au moins 1 heure à 2 heures avant d'aller se coucher. Et les petites huiles essentielles dont je parle, moi, c'est la mélisse, que j'adore, qui a une petite odeur très particulière, que je mets sur les comme ça, l'avant des poignets, que je sens. Je trouve ça très relaxant, mais vous en avez d'autres. Vous avez aussi la marjolaine à coquille, vous avez la lavande. Il faut choisir les huiles essentielles. Une huile essentielle, faut la sentir et on sait tout de suite si elle nous convient ou pas. Et vous dites aussi, Linda Hardy, dans ce livre, que le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Oui, en général, c'est vrai. Là, on a parlé de certaines choses qu'il faut essayer de bien faire, notamment au niveau de l'alimentation. Mais la vie, c'est aussi le plaisir. Et donc voilà, il faut vraiment trouver le bon équilibre. Et quand on a envie de manger, je sais que vous êtes un grand amateur de chocolat, quand on a envie d'un carré de chocolat, ou voire de 2 ou 3, enfin, je veux dire, je pense qu'il ne faut pas se brimer, mais je pense qu'il faut ne pas se laisser aller dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que si on a envie un soir, même tout un week-end, de vraiment se faire hyper plaisir, on le fait, et puis on se reprend en main quelques jours plus tard. Voilà, il faut juste pas laisser les choses s'envenimer. Le sous-titre du livre, c'est « Ensemble, reprenons le pouvoir ». C'est pas du féminisme, c'est autre chose pour vous, Linda Hardy. Oui, c'est pas du féminisme, parce que d'abord, moi, je pense que je fais partie, mais je pense comme quand même beaucoup de femmes, moi, j'ai besoin des hommes dans ma vie. Les hommes m'ont aussi beaucoup apporté. Et l'idée d'Ensemble, reprenons le pouvoir, c'est un message aux femmes. Reprenons le pouvoir sur nos vies. Reprenons le pouvoir sur notre santé. Ça n'est pas reprenons le pouvoir par rapport aux hommes. Même si je pense foncièrement que les femmes ne sont pas
les ennemis des hommes, même si je pense que nous ne prenons pas, en demandant davantage de droits quand ils sont légitimes, nous ne prenons pas la place des hommes. Donc voilà. Mais je suis quand même féministe. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé quand même à un point où ça serait bien que les femmes aient exactement les mêmes droits que les hommes. Mais les hommes sont très importants dans nos vies. Et ce livre est très important aussi pour les femmes qui le liront. Ménopause, attitude, ensemble reprenons le pouvoir chez le Duc et continuez à travailler avec cette énergie hors du commun et qui vous va si bien, Linda Oh, Hardy. merci. Mais je pense que vous êtes un bel exemple également. Et réciproquement. Merci Linda Hardy. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.